Claudia Pelletier, professeure agrégée en système d'information à l'UQTR, bonjour. On se connaît déjà un petit peu dans d'autres vies, fait qu'on va se tutoyer, ça ne te dérange pas. Merci de prendre le temps aujourd'hui de venir nous parler de cette grosse bébite-là qui est la transformation numérique. Première question que je pose à tout le monde. Parle-moi un peu de toi. C'est quoi ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à être à l'université puis travailler sur ce sujet-là? Bien, merci de la poser, Maxime, parce qu'effectivement, la bébite transformation numérique va un petit peu avec le profil de la fille qui mène ce genre de recherche-là. Donc, est-ce que je suis une bébite moi-même? Probablement, considérant que ma carrière universitaire, un peu à la blague, je dis toujours que ça a été ma crise de la quarantaine, parce que j'ai fait mon doctorat à ce moment-là. Mais effectivement, avant, j'arrivais, là, je cumulais environ une dizaine d'années d'expérience administrative, poste de gestion. J'étais également chargée de cours ici à l'UQTR, mais incluant un peu d'accompagnement entrepreneurial. Donc, le doctorat est venu amener cette dimension recherche. Je t'épargne tout ce qui a pu arriver durant ces 5 ans-là, assez intense. Mais oui, en 2015, je suis devenue professeure-chercheuse. Et oui, je m'intéresse particulièrement à la transformation numérique des PME, des petites et moyennes entreprises, puisque je suis issue de ce monde. Exactement. Et c'est celui que je connais le mieux. Mais ça, c'est une belle corde supplémentaire à ton arc d'avoir touché à ça, là. Bien, considérant qu'au Canada, tu as 87 % des entreprises qui ont 20 employés et moins, je trouve que c'est intéressant de s'y intéresser. Exactement. Donc, et je trouve que parfois, on les néglige aussi, malheureusement, pour focusser sur la moyenne entreprise, la plus grande entreprise, celle qui est plus visible, celle qui est peut-être un peu plus attrayante d'un point de vue sociopolitique. C'est clair. Mais ça, c'est un autre discours. Exact. On verra plus tard si tu veux bien. Première question. Au niveau des recherches, principalement, tu t'enlignes surtout sur les stratégies technologiques de l'information, la transformation numérique des PME. Explique-moi un peu plus comment tu peux expliquer comment ces domaines sont interconnectés. En fait, mes 2 grands domaines, là, aujourd'hui, comment je les définis près de 10 ans plus tard, après la thèse, c'est, oui, l'alignement stratégique des technologies de l'information, mais traduction de ça, c'est la cohérence des choix technologiques en fonction des objectifs d'affaires. OK. Et donc, cette cohérence-là qui est mise à mal, qui est très difficile à atteindre, pourquoi? Parce qu'on comprend mal la transformation numérique, puis qu'on commence souvent avec ce que j'appelle la pointe visible de l'iceberg. On commence avec l'aspect techno, on commence avec ce qu'on voit, on commence avec l'infrastructure. Tout l'écosystème appuie ça, cette vision-là aussi, puisqu'il y a beaucoup de subventions pour développer, acquérir le logiciel, le matériel, toujours l'aspect visible. Mais la transformation numérique, comme un iceberg, ce qui est le plus dangereux, c'est ce que tu vois pas venir. Exactement. Et donc, comment les pratiques vont se transformer, comment les compétences vont se développer. Puis là, compétences, je parle pas juste des compétences numériques que j'appelle de Python, là, savoir utiliser un logiciel, mais bien des compétences numériques qui, selon l'OCDE, peuvent être complémentaires, génériques et fondamentales. On parlera de littératie numérique. Dans le monde des affaires, on va parler de culture numérique, culture des données en 2025. Donc, comment ces compétences-là vont s'actualiser ou pas dans certains contextes, plus propices que d'autres peut-être à faire ce développement et cette transformation-là. Donc, premier angle, comment ça se passe pour l'entreprise qui veut se transformer, les défis qu'elle rencontre ou qu'elle anticipe mal. Et donc, on a un très haut taux d'échec aussi. Puis ça, c'est vrai depuis 30 ans, là. Depuis aussi longtemps que je regarde les résultats de ce type d'enquête-là. Malheureusement, en 90, il y avait 3 projets sur 4 numériques qui étaient des échecs. Bien, c'est encore le cas en 2023, selon une autre source récente que j'ai lue. Tu trouves pas ça surprenant? Bien, non, ça me surprend pas parce que justement, on aborde toujours et encore, puis on persiste à répéter les mêmes approches, les mêmes programmes, les mêmes types de soutien sur ce qui est visible, ce qui est tangible, ce qui se mesure, ce qui se voit. Bon, encore une fois, c'est un défi sociopolitique peut-être et socio-économique, mais ça concerne directement les entreprises. Fait que c'est pour ça que, tranquillement, pas vite, j'ai aussi élargi un pan de mon programme de recherche vers l'écosystème lui-même, vers les autres acteurs que les entreprises et les gestionnaires. Puis là, on parle de qui, là? On parle des spécialistes TI, des consultants, des professionnels de la technologie qui vont être les vecteurs d'innovation des petites entreprises de moins de 20 employés plus, qui n'ont qui n'ont pas de programmeurs à leur emploi. Donc, ils vont nécessairement faire affaire avec plusieurs consultants dont les spécialités vont se compléter.
Mais pour ça, ça prend aussi tout un potentiel de capacité relationnelle, Exact. de se parler, de se comprendre, qu'est-ce que je veux. Tu n'es pas dans une relation client-fournisseur là, quand tu es dans cette perspective-là. Tu n'es pas en train de déléguer ta comptabilité à chaque mois. Tu es en train de penser à comment tu vas te servir des technologies numériques ou des technologies de l'information. Comment tu vas t'en servir pour développer, appuyer, renforcer la valeur que tu offres à tes clients, peu importe la nature du produit que tu vas faire, que tu sois un Uber ou que tu sois une pizzeria du coin. Une pizzeria du coin. Mais dans le fond, c'est que tu viens de toucher au ça. core business de ton entreprise, parce que ça va avoir un impact directement sur ton modèle d'affaires que tu as développé il y a quelques années, puis que là, que tu transformes tranquillement vers le numérique, ça vient de changer beaucoup de choses. Bien, en fait, oui. Puis il y a une des choses que je constate, on n'en parle pas assez vite aux entrepreneurs de cette création de valeur-là soutenue par les applications numériques, à moins que ce soit une entreprise dont le modèle d'affaires est numérique en partant. Ouais. Mais ça, c'est une catégorie à part. Tu as toutes les autres qui étaient déjà en affaires avant que ça arrive, tout ça, cette idée de toutes les applications d'intelligence artificielle en ce moment, c'est ça le buzz du moment. Mais je dis pas que c'est un buzz qui va passer. Je pense que ça, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ça, avec un potentiel de rupture extrêmement grand comparativement à d'autres. Parce que dans les années 90, c'était les fameux ERP, c'était les logiciels de gestion intégrés. 3 projets sur 4 des échecs. Tournant des années 2000, les affaires électroniques. 3 projets sur 4 des échecs. 2010-2011, la mobilité, les applications mobiles. 3 projets sur 4 des échecs. Puis là, on est rendu avec l'intelligence artificielle 25 ans, 30 ans plus tard. Puis on a encore le même type de problème. Pourquoi? Parce qu'on s'est toujours attardé à la pointe visible de l'iceberg. Et ce qui est triste là-dedans, puis corrige-moi si je me trompe, mais c'est que si une expérience est mauvaise en transformation numérique, la deuxième transformation numérique, souvent, elle n'aura pas lieu parce qu'on a investi du temps, de l'argent, des efforts dans l'entreprise. Puis ça va être plus difficile de convaincre peut-être l'entrepreneur ou les dirigeants à y aller vers ce sens-là. Moi, ça, je trouve ça vraiment intéressant que tu me parles de ça parce que quand je visite les gens qui accompagnent les entrepreneurs en ce moment ou que je parle de façon plus ou moins formelle avec ces gens-là, j'en vois beaucoup qui insistent sur le fameux quick win, là, tu sais, hein? Pour que ça marche, faut que j'aie un succès rapide qui me coûte pas trop cher puis qui me fait pas trop mal. Mais justement, à pas vouloir souffrir, ça veut dire que tu veux pas apprendre, tu sais. Fait que moi, j'ai envie de valoriser beaucoup plus le quick fail, donc l'échec rapide, plutôt que, bien que le succès rapide te donne confiance, ça je te le donne dans le mille, nous aide ou nous inspire peut-être un peu plus. Ben, le quick fail, il vient te dire, OK, il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement, j'ai peut-être de quoi apprendre, et qu'est-ce que c'est, et qui peut m'accompagner dans cet apprentissage-là? On sait que les entrepreneurs, c'est des pompiers qui ont des feux à éteindre constamment, c'est des spécialistes de leurs propres entreprises qui n'ont pas nécessairement toute cette vision-là. Mais s'ils ne croisent pas les bonnes personnes sur leur chemin pour se faire accompagner correctement, puis là, c'est tout l'enjeu des fameux écosystèmes d'accompagnement. C'est la prochaine question. C'est ça. Ben là, ça va être, OK, c'est comme j'ai entendu récemment, trop. OK, on parle à des manufacturiers, puis qu'est-ce qui est votre projet d'innovation du moment? Puis qu'on me répond, je vais changer mon ERP pour la 3e fois et qu'on est « oui, c'est le fun! » Et là que je dis, ben est-ce que c'est vraiment là qu'est l'innovation en 2025? Peut-être pas, mais c'est sûr que c'est une porte d'entrée. Mais il faut travailler à faire des succès. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument... Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'apprentissage va se faire malheureusement plus douloureusement si on a un échec, mais il va se faire. Alors qu'un succès, complaisance, pas tant besoin de me remettre en question, des petits traits de caractère qu'on peut retrouver quand même assez facilement dans certains milieux d'affaires. Et c'est là que toute l'importance du maillage prend son sens. Mais c'est là que tu me parles de l'écosystème. Ouais. Pour toi, l'importance de l'écosystème, je sais que c'est important. Mais ben oui. À quel point tu me dirais que c'est important? À quel point c'est important? C'est un incontournable, Exactement. Maxime. Pour moi, c'est un incontournable. Parce que l'écosystème, c'est un ensemble d'acteurs complémentaires. Parce que c'est clair qu'à l'ère numérique, tu ne peux avoir l'ensemble des compétences requises, peu importe la nature de tes activités d'affaires, dans une seule personne, dans un seul cabinet ou auprès d'une seule firme.
Tu vas avoir une firme de marketing numérique pour ton site web, ta présence web, mais tu vas avoir aussi des spécialistes en réseautique pour sécuriser tes transactions, pour s'occuper de l'aspect peut-être un peu plus en arrière-plan de l'infrastructure, des communications, faire en sorte qu'il y a moins de risques, il y a moins de failles de sécurité, cybersécurité et tout ça. On sait que plus l'usage du numérique croît sur les plateformes, ben, les enjeux grandissent d'autant. Donc, il y a un enjeu de bien comprendre le rôle de chacun, mais aussi de se mettre dans une posture, non pas de, parfois, puis ça, je trouve ça vraiment désolant, de se refermer sur l'idée, puis là, ben encore là, c'est des petits effets pervers de certaines expériences passées, où on a un peu encouragé la perception que innover allait nécessairement rimer avec subvention, qui allait, moi, je suis une petite entreprise, on va m'aider, de toute façon, je connais pas ça, mais je le ferai pas si on m'aide pas. Ben, la motivation n'est pas la bonne. La motivation n'est pas la bonne, puis ça vient un peu pervertir, j'appelle pas ça un effet pervers pour rien, l'espèce d'état d'esprit qui est nécessaire pour innover quand tu es à l'ère numérique. C'est pas un début puis une fin, c'est pas une succession de projets. Ça serait facile de faire ça. Mais c'est ça qu'on fait depuis 30 ans, puis ça marche pas. Exact. Donc, si on se mettait dans la tête que c'est un processus et que les acteurs sont des acteurs qui, oui, certes, vont aller et venir selon les besoins, mais qui sont aussi des partenaires sur le plus long terme pour t'aider à repenser peut-être justement comment tout le numérique, comment toute la technologie de l'information existe, comment elle peut t'aider, te soutenir et mettre à profit surtout toutes les nouvelles possibilités qui viennent avec ça. Puis c'est pas vrai que tout le monde a besoin de faire la même chose. Exactement. Ça, on le dit bien, là. C'est une histoire de besoin, là, pour répondre à la question pourquoi on se plante. Oui, c'est ça. Allez, on a mal défini les besoins. Mais oui, mais il y a une chose. Comment évoquer un besoin que tu ne sais même pas que tu as? Ça demande une réflexion, là. Ben là, c'est clair. Puis un entrepreneur qui ne sait pas ce qu'il peut faire avec une innovation numérique ou une technologie numérique quelconque, ben il ne te demandera pas, là, toi, si tu es un intervenant socio-économique, il ne te demandera pas de l'accompagnement sur quelque chose qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Puis, je veux juste finir avec une petite phrase que je pense vraiment importante. En système d'information en particulier, on est un peu une discipline, je dirais, mal connue. L'informatique, Maths-Info, ici à l'UQTR, ouais. On sait c'est qui. Mais les systèmes d'information, on est en gestion, nous autres. On est rattachés à l'école de gestion puis à l'Institut de recherche sur les PME. Puis, il y a une chose que mon directeur de thèse m'a dit un jour. Il m'a dit, « Claudia, prépare-toi. » Parce qu'il dit, « Toi, tu vas travailler sur des problèmes que la majorité des entreprises ne savent pas qu'elles ont. » Ouais. Et ça, je peux te dire que ça module les relations dans l'écosystème. Je t'annonce que tu as un problème que tu ne sais pas. Et voilà. Hey, un entrepreneur. Puis maintenant, ça va te coûter des sous. En plus. Puis ça va être pénible. Ça va être compliqué, pénible, ça va faire mal. C'est difficile. Puis le taux de succès n'est pas très élevé. Ben, donc, en tout cas, il va falloir que tu fasses beaucoup d'efforts pour y arriver. Ça, puis que tu et c'est pas vendeur, hein? Non. Mon pitch de vente n'est pas super. Non, il faut que tu pratiques ton pitch de vente. Ouais, c'est ça. Claudia, je t'amène ailleurs. Dans le cadre de tes recherches, tu as collaboré avec notamment l'INR PME, aussi le SNEMI, le Centre national intégré manufacturier intelligent. Comment ces collaborations-là ont enrichi tes travaux? Puis c'est quoi les impacts? Bien, en fait, c'est 2 centres de recherche rattachés à l'UQTR. Oui. Hein? L'Institut de recherche sur les PME, ça existe depuis plus de 40 ans. Quand même? Hein, quand même. On a parlé de PME bien avant, bien du monde. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus courant. Tandis que le Centre national Centre intégré... Voyons. Centre national intégré du manufacturier intelligent. Centre national intégré du manufacturier intelligent. Pourtant, j'étais là hier. C'est ça le plus étonnant. Eux autres sont arrivés plus récemment. C'est un autre type d'initiative. Oui, il y a un volet recherche, mais il y a aussi toute l'usine laboratoire qui va autour de ça. Fait que ça m'amène à avoir vraiment des projets différents, mais complémentaires avec les équipes de recherche qui sont là. Là-bas, c'est une gang d'ingénieurs. Ici, exact. On est en gestion, en entrepreneuriat un peu plus avec l'école de gestion et l'Institut. Mais c'est surtout des lieux fabuleux pour, je vais dire, se frotter à l'importance de l'interdisciplinarité. Ouais. L'importance de la fameuse complémentarité que je parle dans l'écosystème pour les entrepreneurs, bien, on en a besoin, nous autres aussi, en recherche. C'est pas vrai que je peux tout faire tout seul en système d'information. C'est pas vrai que je peux tout savoir.
Tu as reçu d'autres collègues qui parlent de cybersécurité, tu en as reçu d'autres qui parlent de gestion des risques, tu en as reçu d'autres qui parlent d'un paquet de choses que je ne peux pas, moi toute seule, un peu comme un entrepreneur, tout maîtriser. Et donc, ça fait en sorte que c'est des lieux qui sont des lieux souhaités de maillage. Je te dis pas que c'est toujours des faciles, mais dans lesquels on va trouver différentes activités, soit pour faire connaître ce que les chercheurs font, ou encore pour un endroit où les entreprises, les entrepreneurs peuvent confier peut-être des besoins particuliers, surtout je pense au CNIMI qui est plus techno, là, puis qui a une usine laboratoire, puis que c'est des gens de génie mécanique là-bas, surtout avec des programmes de formation qui vont avec. Donc, c'est des lieux aussi où je me valide. Ça c'est l'autre aspect. Mais c'est intéressant pour une chercheuse, là. Bien, où je me valide, puis je me réconforte aussi de dire, OK, Claudia, c'est le fun, la crise de la quarantaine, mais ça fait déjà 15 ans, fait que, tu sais, il a coulé de l'eau sous les ponts aussi depuis. Est-ce que ce que tu dis, c'est encore pertinent? Parce que toi, tu parlais aux entreprises, aux entrepreneurs de façon plus continue, soutenue dans les années 2010 en remontant. On est 15 ans plus tard. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est souhaitable d'ajuster dans ton discours? Puis oui, j'appelle ça, on a parlé de la bibite au début, ben j'aime bien dire que je suis un modèle hybride. Puis un modèle hybride, ben là, ça a la cote en ce moment. Fait que j'ai envie de penser que j'ai la cote. Ben, j'ai la cote pour... Continue là-dessus. Claudia, j'ai une dernière question pour toi parce que le temps file quand même. C'est quoi les tendances émergentes que tu observes présentement dans le domaine de la transformation numérique au niveau surtout des PME? Ah, le mot tendance. Je sais, le fameux mot tendance. Je fais exprès. Je le savais. J'aimerais mieux qu'on parle de préoccupation, Maxime. OK. Parce que la tendance, là, ça, la presse affaires s'en occupe vraiment bien. OK. Janvier, février de chaque année, là, tu vas lire les affaires, tu vas aller voir le listing de Gartner, de Deloitte, nomme-les, McKinsey, il y en a plein. Mais ça, c'est une longue liste d'épiceries que j'appelle, où on va faire une espèce de prescription aux entreprises là, en 2025, 2026, 2027. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Le problème, c'est que c'est ce genre de gestion de la tendance n'indique absolument pas comment faire cette transformation-là. C'est pour ça que j'aime mieux parler de préoccupation. Puis si tu le permets, je vais faire une petite citation de source de données probantes. Hein? Ça aussi, c'est mon travail, c'est mon autre préoccupation à moi, c'est-à-dire d'amener les données probantes sur le terrain, où il y a beaucoup d'expériences empiriques, mais c'est le fun aussi des fois de confronter ça avec ce qui s'est fait dans la recherche. Bien, il y a une enquête aux États-Unis là, qui est menée par le SIM, là, Society for Information Management. Ça fait à peu près ça, là, une trentaine d'années que je regarde les résultats de cette enquête-là à chaque année. Puis il y a eu une question dans leur questionnaire de laquelle je parle tout le temps à mes étudiants, d'ailleurs, quand je parle de cette enquête-là. On demande aux dirigeants d'entreprises qui ne sont pas nécessairement toutes des PME, là, on s'entend, c'est nord-américain. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit en 2022, en 2023, en lien avec votre entreprise? Et depuis 2018, dans le top 3 des préoccupations, on n'a à peu près pas changé rien. Okay. Et je précise qu'il y a eu une pandémie, si tu t'en rappelles bien, où là, semble-t-il que tout aurait changé. OK. Mais pourtant, quand tu regardes les résultats de cette enquête-là depuis 2018, parce que là, c'est ceux-là qui m'intéressent, jusqu'en 2023-24, le plus récent, les 3 préoccupations. En 3e place, la gestion des données et l'analytique d'affaires. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Mes données, comment les analyser, comment m'en servir. Comment les protéger aussi. Oui, parce que l'autre, le top 1 et top 2, là, qui alterne avec le 1 et 2, c'est la cybersécurité. Évidemment. Et tout ce qui est sécurité, vie privée, confidentialité, notamment avec les réseaux. Exact. Et le dernier, mais non le moindre, alignement stratégique des TI. Voilà. Ah, donc, à tout est dans tout. On a commencé en parlant de cohérence. Bien, ce qui préoccupe, puis ça, je suis particulièrement fière de le dire, c'est que l'alignement stratégique des TI est une préoccupation pour les entreprises depuis plus de 30 ans, qu'elle fait partie du top 3-4. Si tu remontes en 2002, là, ils sont là. Mais depuis 2018, 2e position, 1re position en 2022, je pense. Elle a alterné avec la cybersécurité l'année passée. Mais l'alignement stratégique
des TI reste une préoccupation des dirigeants d'entreprise. Donc, j'ose espérer qu'ils sont moins préoccupés d'acheter la dernière technologie à la mode qui est vendue dans le journal ou dont ils ont entendu parler au dernier 5 à 7 de la Chambre de commerce, pour réfléchir un peu plus à comment mieux choisir les projets technologiques en fonction de leurs besoins, parce qu'on en a parlé, mais surtout de leurs objectifs d'affaires. C'est pas vrai que toutes les entreprises ont les mêmes objectifs. C'est pas vrai que tout le monde doit faire la même chose sous prétexte qu'ils sont tous dans le même secteur, par exemple le manufacturier. Ouais. Ça, c'est une autre affaire sur laquelle il faut continuer de travailler très, très fort. L'hétérogénéité des entreprises, l'hétérogénéité des projets qui peuvent donner ou créer de la valeur dans un milieu donné, mais pas nécessairement bon pour l'autre d'à côté, même s'ils ont l'air de se ressembler comme entreprise. Donc, il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de vulgarisation, puis il y a beaucoup d'accompagnement par les bonnes personnes pour être capable d'avoir un succès dans ta transformation numérique. D'où l'importance des acteurs de l'écosystème qui, eux aussi, doivent travailler sur leurs compétences numériques. Je plaide coupable et absent. Claudia, merci beaucoup pour ton temps. Super intéressant. On aurait pu continuer pendant des heures, mais malheureusement, on est toujours limité. Donc, merci encore une fois, puis bon succès dans tes futures transformations numériques. Merci, Maxime, de m'avoir donné l'occasion de porter mon petit flambeau encore une fois d'une manière différente qui, j'espère, sera résonné. Tu le fais très bien. Merci. Merci.